célèbre pour son travail d'interprète et de compositeur. David Allan Coe a fait partie intégrante de la période hors la loi de la musique country. Il incarnait l'essence même du paradoxe, un homme possédé par des démons aussi sinistres que les paroles de ses chansons. La vie du héros tragique David Allan Coe a été aussi pleine de hauts et de bas que la musique qu'il a composée. C'est à Akron, dans l'Ohio, que David Allan Coe est né le 6 septembre 1939. Sa fascination pour la musique commence dès son plus jeune âge. Lorsqu'il était enfant, son chanteur préféré était Johnny Ace. Cependant, les premières années de Coe ont été marquées par l'adversité. À l'âge de 9 ans, il est transféré dans la Star Commonwealth pour y suivre une scolarité de réforme pour garçons. Sa longue histoire avec le système de justice pénale a commencé par un séjour de 3 ans dans le pénitencier de l'Ohio, l'un des nombreux séjours en prison qu'il a effectués au cours des 20 années suivantes. Les détenus que Coe a rencontrés, comme Screamin' Jay Hawkins, l'ont fortement inspiré pour commencer à écrire des chansons lorsqu'il était derrière les barreaux. Au cours d'une période difficile de sa vie, ce conseil a donné à Coe un exutoire créatif et a établi le cadre de sa carrière musicale. Après avoir purgé une nouvelle peine de prison en 1967, Coe décide de poursuivre une carrière dans la musique. Il s'installe à Nashville et joue de la musique de rue dans une camionnette qu'il gare devant le Ryman Auditorium. Shelby Singleton, propriétaire du label indépendant Plantation Records, remarque ses efforts persistants. Singleton voit en Coe un potentiel et commence son parcours dans l'industrie de la musique country en lui proposant un contrat d'enregistrement. Outre sa musique, la vie de Coe est clairement liée à la culture underground. Il a affiné son comportement rebelle sur scène et en dehors en étant membre de l'Outlaws Motorcycle Club, en particulier de la section de Louisville, dans le Kentucky. Tyler, Tanya, Cheyenne et Carson sont les enfants de Jody Lynn Coe. Tyler Mahan Coe, son fils, a perpétué l'héritage musical de son père par le biais de plusieurs médias. Le podcast Cocaine and Rhinestones, produit par Tyler, se penche sur l'histoire complexe de la musique country et renforce les liens de la famille Coe avec celle-ci. En 1970, avec la sortie de Penitentiary Blues, David Allan Coe fait ses débuts dans la musique. La suite de son œuvre sera marquée par son style novateur et son talent de composition. Afin de consolider sa place dans l'industrie musicale, Coe tourne avec Grand Funk Railroad lors de la sortie de son CD. Après avoir attendu 1 an, il signe en octobre 1971 un contrat littéraire exclusif avec la Windows Publishing Company de Nashville, Tennessee. Dirigé par Pete et Rose Drake, il travaille pour eux jusqu'en 1977. Malgré sa réputation grandissante en tant qu'artiste de scène et le culte qu'il s'est attiré, Coe a eu du mal, au cours de ses premières années, à se faire connaître du grand public. Cependant, son talent d'auteur-compositeur n'est pas négligé. De nombreux autres artistes ont connu le succès après avoir enregistré les chansons de Coe. La chanson Would You Lay With Me in a Field of Stone, 1973, de Tanya Tucker, a atteint la première place, tandis que Billy Joe Spears a sorti Souvenirs in California Memoirs en 1972. Columbia Records a signé avec Coe lorsqu'il est devenu un auteur-compositeur très demandé à Nashville. Tom Jurek de AllMusic a fait l'éloge de la chanson, que Coe a enregistré pour son album Once Upon a Rhyme de 1975, ajoutant « Ce qui est étonnant, c'est que les 2 versions sont définitives. » Elle figurait également sur l'album. Dans ses 2 premiers albums, Coe s'inspirait principalement d'influences blues, mais avec son 3e album, il a pleinement embrassé la musique country, contribuant ainsi au développement de l'outlaw country. Coe a pu s'immortaliser sur le CD intitulé The Mysterious Rhinestone Cowboy. Des années avant le tube de Glen Campbell, Rhinestone Cowboy, Coe avait pleinement adopté l'image tape à l'œil, s'habillant en strass et portant un masque de Lone Ranger. Dans une interview accordée à Michael Buffalo Smith en 2004, Coe s'est souvenu de l'histoire qui a présidé à la réalisation de ce film. Il a attribué à Mel Tillis, un collègue chanteur qu'il a rencontré à Nashville, le mérite d'avoir inspiré ce style. Coe était magnifique dans les tenues en strass que Tillis avait rangées, dans sa garde-robe lorsqu'il a vu l'engouement de la chanteuse pour ses tenues. Parmi les chansons les plus célèbres de Coe,
You Never Even Called Me By My Name figure sur son deuxième album Columbia, Once Upon a Rhyme. La chanson a été coécrite par Steve Goodman et John Prine et est apparue pour la première fois sur le premier album de Goodman en 1971. En publiant sa version en 1975, Coe a obtenu son premier single country classé parmi les 10 premiers, à la 8e place. Coe raconte une discussion humoristique qu'il a eue avec Goodman dans l'épilogue parlé qui ouvre la chanson. Bien que Goodman ait fait l'éloge de la chanson en la qualifiant de morceau country et western idéal, Coe a déclaré qu'elle manquait de clichés country clés et qu'elle n'était donc pas à la hauteur. Des choses comme les trains, les camions, l'incarcération et l'ivresse. Mama. Outre ses albums solo, Coe a également exercé une influence grâce à ses collaborations avec d'autres artistes. Le documentaire Art War Highways 1975, réalisé par Jimmy Zalewski, l'inclut et capture l'essence du mouvement country outlaw naissant. Outre Steve Earle et Townes Van Zandt, members de Charlie Daniels Band, le film inclut également Rodney Crowell, Guy Clark et Steve Young, Cocaine Carolina, une chanson que Coe a écrite et à laquelle il a participé en tant que choriste pour l'album John R. Cash de Johnny Cash. Sorti en 1975, met en scène Coe. Le style non conventionnel de Coe et sa réputation parfois controversée ne l'ont pas empêché d'avoir un impact durable sur la musique country et le mouvement outlaw country. Il possède l'une des voix les plus uniques du genre grâce à sa capacité à incorporer des histoires, de l'humour et des émotions authentiques dans sa musique. Grâce à des artistes comme Willie Nelson et Waylon Jennings, qui ont enfin obtenu l'argent qu'ils avaient toujours voulu en faisant de la musique à leur manière, le mouvement outlaw country a pris de l'ampleur à partir de 1976. Malgré cela, David Allan Coe reste en marge du mouvement. Il était indéniablement un membre de la scène, mais même pour les créateurs du genre, il était presque trop hors la loi. Les deux hors-la-loi de Coe étant un exemple de hors-la-loi. La musique traduit bien cet état d'esprit. Long-Haired Redneck, le troisième album de Coe pour Columbia Records, est sorti en 1976 et a marqué un tournant dans sa carrière. S'emparant à bras-le-corps du thème de la country hors-la-loi, Coe est l'auteur ou le co-auteur de toutes les chansons de l'album. Hymne du mouvement. La chanson-titre Long-Haired Redneck capture la tension et l'ironie au sein des nombreuses factions qui composent la base de fans de Coe. Cette chanson dépeint de manière saisissante les tensions culturelles au sein de la musique country en décrivant une situation dans un bar clandestin où des motos voient un cowboy se moquer de hippies qui espèrent survivre à l'épreuve. Copier les voix des grands noms de la musique country, Ernest Tubb, Bill Anderson et Merle Haggard a donné à la performance de Coe une dose supplémentaire de respect et d'authenticité. Tous ceux qui ont les cheveux longs ne sont pas des hippies, a déclaré Coe plus tard, expliquant qu'il avait choisi le nom Long-Haired Redneck pour défier les stéréotypes. Tous les hommes n'étaient pas du genre à dire « je ne ferai rien » après les avoir frappés ou leur avoir pris leur argent. En 1977, le mouvement outlaw country avait atteint son apogée, avec des albums phares tels que Red-Headed Stranger de Willie Nelson et Wanted the Outlaws, le premier disque de platine du genre. Coe a commencé à affirmer son impact sur le développement de ce mouvement par le biais de sa musique, et il a rapidement été reconnu comme une figure clé de ce mouvement. Un excellent exemple en est son CD Rides Again, qui s'ouvre sur le titre Willie, Waylon and Me, dans lequel Coe se positionne parmi les deux figures les plus influentes du mouvement. Cependant, cette décision audacieuse a eu des conséquences imprévues, selon AllMusic. Coe s'est engagé dans l'auto-parodie en raison de ses efforts pour convenir à Nelson et Jennings, une pratique qu'il poursuivra tout au long de sa carrière, avec des chansons qui se fondent les unes dans les autres sans les pauses habituelles entre les morceaux. Rides Again s'écarte du son traditionnel de la musique country. L'album comporte des guitares fortement phasées sur de nombreuses chansons, ce qui est une autre façon pour Coe de se démarquer. Plus inhabituel encore pour une grande maison de disques de l'époque. Columbia Records lui permet d'utiliser son propre groupe sur plusieurs morceaux, Ignorance et Changement. Certains des pairs de la scène country outlaw de Coe sont mécontents de son ascension.
Ils avaient l'impression que Coe profitait de ses relations avec Nelson et Jennings pour son propre compte. Coe est un merveilleux et excellent parolier et un vocaliste hors pair, comme le dit Richie Albright, le batteur de Jennings. Pourtant, il ne pouvait pas dire la vérité, même si elle était préférable à un mensonge qu'il avait inventé. Waylon le mettait suffisamment mal à l'aise pour qu'il décide de ne pas s'attarder. Cependant, Willie est parvint. La plupart du temps, David Allen accompagnait Willie. J'ai passé beaucoup de temps en sa compagnie. Willie lui a permis de rester. Même s'ils sont en désaccord, Coe entretient des relations avec Nelson et Jennings, mais ce dernier reste distant. Dans un chapitre intitulé « The Outlaw Shit », Jennings fait une référence assez intentionnelle à Coe dans ses mémoires. Jennings considère Coe comme le plus sincère des individus qui tentent de déposer le chef de bande de la country hors la loi, même si Jennings plaisante en disant que se garer en double fil à Music Row est la pire chose que Coe ait jamais faite. Entre-temps, après avoir critiqué d'autres personnes dans des interviews et prétendu qu'elle l'avait trahi, Jennings décrit une confrontation avec Coe. Jennings se souvient d'avoir dit à Coe, « Tu dois arrêter tes conneries. Rien de ce que j'ai fait ne t'a jamais affecté. » Malgré leurs différences, Jennings affirme que Coe l'a ému et a saisi la dynamique complexe entre les deux titans de la country hors la loi. La polyvalence et les aspirations créatives de David Allen Coe sont apparues au grand jour à la fin des années 1970, lorsqu'il a publié une série d'enregistrements intrigants et originaux. Human Emotions, 1968, et Spectrum 7, 1979, sont deux albums conceptuels qui explorent différents aspects d'un même sujet. Ces albums illustrent l'objectif de Coe de repousser les limites du genre de l'outlaw. Country en offrant aux auditeurs une expérience d'écoute plus approfondie et plus cérébrale. L'album Family de 1978, qui contient les versions de Coe de Take This Job et Shove It, est l'une des œuvres les plus remarquables de cette période. La chanson a été écrite par Coe, mais elle est devenue un grand succès en octobre 1977 grâce à l'interprétation de Johnny Paycheck. La chanson aborde le mécontentement de la classe ouvrière en racontant, à la première personne, l'histoire d'un homme qui a travaillé pendant 15 ans sans grand profit apparent. Et elle trouve un écho important auprès du public. Le spectacle est devenu si populaire qu'il a donné lieu à un film du même nom en 1981. De nombreuses personnes pensaient que Paycheck, un compositeur talentueux, avait écrit la chanson, bien que Coe soit officiellement reconnu comme l'auteur de la chanson. Alors que Coe voit un autre de ses amis accéder à la célébrité alors qu'il est resté dans l'ombre, ce malentendu ajoute une insulte à la frustration déjà grandissante qu'il éprouve à l'égard de l'industrie de la musique. L'accusation de plagiat portée par le musicien pop Jimmy Buffett n'a fait qu'ajouter l'insulte à la blessure de Coe, qui était déjà mécontent de l'entreprise. Divers Do It Deeper était basé sur l'affirmation de Buffett selon laquelle Coe avait samplé sa chanson populaire Changes in Latitudes, Changes in Attitudes pour l'instrumental. Coe a commencé à expérimenter l'incorporation d'influences caribéennes dans sa musique en 1979 avec son album Compass Point. L'accusation a frappé Coe d'autant plus durement qu'il essayait à l'époque de se diversifier musicalement et de se différencier de ses pairs. En raison de ce désaccord, l'animosité de Coe à l'égard de l'industrie, qui, selon lui, négligeait son travail, n'a fait que croître. En 1980, Coe et son producteur Billy Sherrill ont déjà décidé d'élargir leur champ d'action afin de ramener Coe dans les hit parades. Pour ce faire, ils font appel à plusieurs chanteurs et musiciens célèbres lors des sessions qui aboutiront à l'album I've Got Something to Say. George Jones, Chris Christopherson, Larry John Wilson, Dickie Betts de l'Allman Brothers Band, Bill Anderson, Guy Clark et George étaient parmi les autres artistes qui ont participé à cet effort de collaboration. Cette tactique a non seulement montré à quel point Coe pouvait mélanger son propre style avec celui d'autres artistes célèbres, mais elle a également augmenté l'attrait général de l'album. L'année suivante, avec la sortie de Invictus Means, Coe poursuit cette stratégie de collaboration sous la production de Sherrill, qui vise une musique raffinée mettant en valeur la voix de Coe. Plus tard, le chroniqueur musical Tom Jurek de AllMusic déclarera qu'Invictus est, sans aucun doute,
Le meilleur album de Coe à ce jour, un hommage à son génie durable et à sa production de haut niveau. En revanche, la tendance Outlaw Country a commencé à s'estomper en 1941, la période Urban Cowboy, plus lisse et plus commercialisée, devenant le genre dominant de la musique country. Ce changement est illustré par la chanson Looking for Love de Johnny Lee, qu'il a critiquée parce qu'elle était de la musique de cowboy édulcorée. Bien que Coe ait eu un impact significatif sur le genre de la country hors la loi, il n'avait guère envie d'embrasser les nouvelles tendances de l'industrie. Le style cowboy urbain fait fureur, mais il n'a pas l'intention d'édulcorer sa musique ou de compromettre ses principes créatifs pour s'y intégrer. À cette époque, Coe a enregistré quelques singles de qualité moyenne, mais il n'a toujours pas réussi à percer auprès du public. Un duo avec Bill Anderson. Get a Little Dirt on Your Hands est son disque le plus réussi à l'époque. Son point culminant est de 45. Même s'il est de plus en plus conscient des compromis qu'il fait pour satisfaire l'industrie du disque, Coe reste attaché à son métier malgré ses petites réussites. Ce sentiment de concession et d'agacement est peut-être le mieux exprimé dans la dernière suite de chansons de son album de 1982, DAC. Dans l'introduction de la suite, Coe réfléchit au défi de l'enregistrement et insiste sur le fait qu'il est avant tout un amuseur. Il affirme qu'il avait prévu de sortir des CD contenant à la fois des titres professionnels et des titres en solo. Que sa chanson passe ou non à la radio, la suite est un hommage à ses fans fidèles qui l'ont soutenu tout au long de sa carrière. C'est à ce moment-là que Coe a pris conscience de la tension qui a défini son travail. Jusqu'à présent, la tension entre l'expression artistique et les exigences du monde des affaires. Le parcours de David Allan Coe dans les années 70 et 80 a été marqué à la fois par l'expérimentation créative et l'insatisfaction quant à sa situation professionnelle. Alors que la musique country évoluait, Coe est resté fidèle à ses racines hors la loi, même si l'industrie évoluait dans une direction qui allait de plus en plus à l'encontre de ses valeurs. Malgré les difficultés, le travail de Coe au cours de cette période a consolidé son statut de figure de proue du mouvement de la country hors la loi. Un héritage qui continue de trouver un écho chez les amateurs du genre aujourd'hui. La carrière de David Allan Coe s'est améliorée de façon spectaculaire avec la sortie de Castles in the Sands en 1983. Il s'agit d'un retour triomphal pour Coe, l'album se classant à la 8e place du palmarès des albums country. Son précédent sommet avait été atteint 8 ans plus tôt, avec Once Upon a Rhyme. La première chanson de l'album, The Ride, sortie en février 2023, a largement contribué à sa popularité, bien que The Ride n'ait atteint que la 4e place au classement Billboard des singles country. Elle est arrivée en tête du classement Cashbox le 4 juin 1983. Elle s'est également hissée à la 2e place du palmarès canadien des chansons country de RPM. The Ride est une chanson obsédante qui raconte l'histoire d'un autostoppeur de Montgomery, en Alabama, qui croise le fantôme de Hank Williams Sr. en route pour Nashville, dans le Tennessee. Le mystérieux conducteur se moque du talent musical du narrateur et de sa détermination à devenir une star de la musique country, alors qu'il est habillé comme en 1950, à moitié ivre et les yeux creux. Les paroles de la chanson suggèrent que les événements se déroulent le long de la route américaine 31 ou de l'autoroute 65. L'authenticité de la chanson et son lien avec le cœur de la musique country s'en trouvent renforcés. Non seulement cette chanson a trouvé un écho auprès des fans, mais elle a également permis à Billy Sherrill, le producteur de Coe, de faire une percée qu'il espérait depuis les années 1980. Coe a sorti Just Divorced en 1984 après le succès de Castles in the Sand. Il contient Mona Lisa Lost Her Smile, une autre chanson à succès. Cette chanson a été le 2e plus grand succès de Coe dans les hit parades, atteignant la 2e place sur la liste des chansons country du Billboard et la 3e sur celle de Cashbox. Au 30 juin inédita, elle était la chanson country la plus jouée au Canada sur RPM. Dans la ballade mid-tempo Mona Lisa Lost Her Smile, la pureté et la beauté d'une jeune fille blonde sont symbolisées par des comparaisons avec l'œuvre d'art mondialement connue de Léonard de Vinci. À l'aide d'un orgue et de cordes superposées, Billy Sherrill crée un son luxuriant et chaleureux pour la voix de Coe dans cette chanson, l'une des plus complexes qu'il ait produites. Selon les critiques,
L'effet émotionnel de la chanson est renforcé par le contraste saisissant entre la voix de Coe et la mélodie luxuriante. An Outer. Just Divorced contient la touchante ballade Missing the Kid, dans laquelle Coe exprime son chagrin face à l'emménagement de sa fille chez son ex-femme dont il est séparé. Avec ses paroles dépouillées et son rythme tranquille, la voix de Coe a suffisamment d'espace pour briller. Avec son ton las et résigné, Coe transmet l'amertume, la culpabilité et l'immense souffrance qui accompagnent une famille brisée. La chanson explore les angoisses du narrateur quant aux réponses potentielles de sa femme aux questions de leur fille à son sujet, en commençant par la déclaration poignante « I still can't believe after all. These years I still miss you. Je ne peux toujours pas croire qu'après toutes ces années, tu me manques encore. » La chanson est l'une des plus sensibles et empathiques de Coe, selon Tom Durek. Critique d'AllMusic, qui loue sa profondeur émotionnelle et sa sensibilité. Selon Durek, Missing the Kid est une valse dont il ne s'est jamais complètement remis, car elle est mélancolique, obsédante et pleine de chagrin et de culpabilité quant à la perte de sa fille lors de la fin de son second mariage. She Used to Love Me a Lot a été le premier album de Coe en décembre 1984. Le classement américain, Billboard Hot Country Singles, et le classement canadien, RPM Country Tracks ont tous deux atteint leur point culminant avec cette chanson. À la 11e place, deux anciens amants ont eu la chance de se rencontrer au Silver Spoon Café, comme le raconte la chanson. Malgré tous les efforts de l'homme, la femme continue de le traiter avec la même insensibilité que celle qu'il avait rejetée toutes ces années auparavant. En dépit de l'excellente production musicale de Coe, She Used to Love Me a Lot a été co-écrite par Dennis Morgan, Charles Quillen et Kai Fleming. Pendant cette période, Coe a pu maintenir sa présence dans les hit parades en s'appuyant sur le travail d'autres auteurs-compositeurs. La collaboration avec ses collègues Jesse Coulter, Waylon Jennings et Willie Nelson sur son album Son of the South, 1986, a encore renforcé la position de Coe au sein du mouvement outlaw. Comme ses prédécesseurs, cet album témoigne de la révérence de Coe pour sa profession et de sa dévotion à l'esprit de la country hors la loi. Lorsque Coe a quitté Columbia Records en 1997, il a réalisé un album conceptuel intitulé A Matter of Life and Death. Cet album est le dernier chapitre pour Coe, qui a passé une grande partie des années 1980 à naviguer dans le paysage, en constante évolution de la musique country, tout en restant fidèle à sa vision créative. Malgré les difficultés rencontrées, notamment l'évolution de l'industrie vers des sons plus commerciaux, Coe est resté un pilier de la country hors la loi, écrivant régulièrement des chansons qui trouvent un écho auprès de ses fans dévoués. Nothing Sacred at Underground Album. Deux des albums indépendants controversés de David Allan Coe ont été publiés sur Compact Disc en 1990 avec une collection de hits classés 18X, célèbres pour leur franchise. Ces enregistrements avaient déjà consolidé la réputation de Coe en tant qu'artiste contestataire et honnête, prêt à transcender les limites de la musique country. À l'ère du CD, les rééditions ont permis de présenter ses œuvres à un nouveau public et de préserver la musique de Coe dans un secteur en pleine évolution. Dans les années 90, Coe a connu un succès fulgurant en tant qu'artiste de scène, captivant le public à travers les États-Unis et l'Europe. Ces spectacles ont démontré sa popularité durable en mettant en valeur son talent brut et le mélange unique de outlaw country qui a défini sa carrière. Malgré les réactions négatives suscitées par ses chansons plus explicites, les concerts de Coe ont attiré les foules et l'ont maintenu sous les feux de la rampe pendant une décennie, alors que l'industrie s'orientait vers des artistes plus polis et plus populaires. Coe et Dimebag Darrell, guitariste du groupe de heavy metal Pantera, se sont croisés en 1959 à Fort Worth, au Texas. Après s'être rencontrés lors d'une convention, la légende du heavy metal et la légende de la musique country ont formé une alliance inattendue. Les deux artistes ont trouvé un terrain d'entente dans leurs styles musicaux provocateurs, bien qu'ils soient issus de traditions musicales très différentes. Cette admiration et ce partage d'objectifs ont donné naissance à un mouvement créatif dont le but ultime était de fusionner la country et le heavy metal. Au plus fort de la carrière de Kid Rock en 2000,
Coe s'est fait connaître en faisant la première partie de la tournée de la star du rock. Les fans de country et de rock sont captivés par la combinaison explosive de Coe et de Kid Rock, deux artistes connus pour leur attitude rebelle et leur capacité à fusionner les genres. À cette époque, le journaliste Neil Strauss publie un article dans le New York Times dans lequel il critique sévèrement les paroles et la musique des albums Underground et Nothing Sacred, affirmant qu'il s'agit des chansons les plus sexistes, homophobes, racistes et blasphématoires jamais écrites par un compositeur célèbre. Lors de la rédaction de l'article, Coe a déclaré qu'il avait tenté de communiquer avec Strauss et que ses chansons étaient davantage destinées à la comédie noire qu'à l'analyse critique. De son côté, Strauss aurait prétendu que le management de Coe avait ignoré toute communication entre eux et refusé de s'exprimer. À la suite de leur collaboration en 2003, Coe et Kid Rock ont écrit des chansons ensemble. L'album éponyme de Kid Rock comprend la chanson Single Father que Coe a composée pour l'artiste. À sa sortie, la chanson s'est classée au 50e rang du palmarès des singles country du Billboard, Single Father, qui reflète les défis et les responsabilités de la paternité, met en évidence le talent de Coe pour écrire des chansons très personnelles et profondément émouvantes. Cette collaboration a renforcé le lien entre Coe et une nouvelle génération d'artistes et de fans en art, démontrant sa capacité d'adaptation et sa pertinence dans une industrie musicale en constante évolution. Dimebag Darrell, Vinnie Paul et Rex Brown de Pantera ont commencé à travailler ensemble en 1999, et leur collaboration a porté ses fruits en 2006 avec la publication de Rebel Meets Rebel. L'album est sorti 2 ans après la mort tragique de Dimebag Darrell et a été enregistré par À-Coups sur plusieurs années. Rebel Meets Rebel a créé un son révolutionnaire en fusionnant de manière innovante la musique country et le heavy metal. L'album a été universellement salué comme une production pionnière en raison de son approche innovante et de l'harmonie remarquable entre les puissantes influences métalliques de Pantera et le flair outlaw country de Coe. La même année, David Allan Coe est invité dans le clip vidéo de Johnny Cash pour le sombre morceau God's Gonna Cut You Down sur l'album posthume de Cash, American V100. Alors que David Allan Coe vivait à Key West, le légendaire écrivain et musicien Shel Silverstein s'est rendu chez lui et a joué une sélection de son CD humoristique Freakin' at the Freakers Ball. Coe a été très sensible à l'humour acerbe et acide de l'album, ce qui l'a incité à composer des chansons humoristiques pour Silverstein. Nothing Sacred, un CD produit indépendamment, est le fruit des encouragements de Silverstein à Coe pour qu'il enregistre ses chansons après avoir été touché par son travail. Cet album s'éloigne du son country plus conventionnel de Coe pour entrer dans le domaine des chansons controversées et à thèmes qui caractériseront sa carrière. À cette époque, Coe est en conflit avec un autre artiste, Jimmy Buffett. Divers Do It Deeper est une adaptation par Coe du tube de Buffett, Changes in Latitudes, Changes in Attitudes, et Buffett l'accuse d'en avoir copié la musique. Il semble y avoir des similitudes entre les deux chansons, mais Buffett a choisi de ne pas intenter de procès car il ne voulait pas que Coe prenne plaisir à voir son nom dans la presse. Denigrating Buffett, une chanson qu'il a écrite en réponse à la célébrité de Buffett et qui figure sur l'album Nothing Sacred, est un exemple classique de l'approche caractéristique de Coe. Cet album a été publié en 1978 par Mail Order. Petites annonces au dos d'Easy Riders, un magazine de moto. La distribution du CD reflète l'image d'outsider de Coe, attirant un public de niche qui adopte son style rebelle et sans filtre. Spectrum 7, l'album de Coe sorti en 1929 chez Columbia, a toujours divisé. Jimmy Buffett ne vit plus à Key West, est la phrase qui figure sur l'album. Paraphrase sans fioriture des paroles d'une chanson de Nothing Sacred. Music on Spectrum 7 était connu pour son exploration flagrante de sujets sexuellement explicites et blasphématoires. Une chanson parle d'une orgie au Centennial Park de Nashville et une autre d'une rencontre avec Linda Lovelace, une actrice de films pornographiques. Lorsqu'il s'agit de sujets sociétaux controversés, Coe n'y va pas par 4 chemins. Anita Bryant est une figure importante du mouvement des droits LGBT, et une chanson de l'album s'en prend à elle. En fait, Anita Bryant. Certains agissent comme vous.
chantait Coe dans la chanson Fuck Anita Bryant, Arsec, dans laquelle elle reproche à Bryant d'être hypocrite dans son rejet des choix de vie des LGBT. En 1982, Coe sort un autre album indépendant, Underground Album, qui repousse à nouveau les limites, Nigger Fucker, sa chanson la plus controversée, figure sur cet album et est écrite du point de vue d'un homme dont la femme l'a quitté pour un Afro-Américain. Les accusations racistes qui ont fait surface en raison des paroles explicites et incendiaires de la chanson ont suivi Coe pendant longtemps. L'interprète et nationaliste blanc Johnny Rebel a été identifié par erreur comme le créateur du contenu enregistré par Coe en raison de l'intensité de la dispute autour de cette chanson. Malgré la mauvaise réception de l'album, il lui a attribué 3 étoiles sur 5, même s'il a choisi de ne pas évaluer l'album lui-même. Quiconque écoute cet album et prétend que je suis raciste se trompe complètement. Coe a fermement démenti les allégations de racisme. Bien que la vie et l'œuvre de Coe aient été marquées par la controverse et la lutte, il est resté fermement attaché à sa vision créative. David Allan Coe a semé la discorde parce qu'il était noir et marié à une femme blanche, Carrie Brown. Cependant, son batteur lui a donné de bonnes notes pour sa musique. Certaines chansons sont très bizarres. Malheureusement, c'est vraiment ma vie. On apprend à être provocateur quand on vit dans le royaume de David Allan Coe. Le point de vue de Brown met en lumière les multiples facettes du personnage de Coe, un artiste qui a prospéré en défiant les normes sociétales, même face à la critique et à l'incompréhension. Coe a eu beaucoup de problèmes d'argent, notamment avec le fisc, comme beaucoup d'autres musiciens à l'époque. Le fisc, lui, a retiré les droits d'édition de ses chansons, dont les succès Take This Job et Shove It, après qu'il se soit battu avec lui pour des arriérés d'impôts, à l'instar de Jerry Lee Lewis et Willie Nelson. En repensante, Coe a déclaré dans une interview datant de 2003 que le tribunal des faillites avait vendu aux enchères toutes ses chansons jusqu'en 1984 pour environ 25 000 $, sans lui dire ce qui s'était passé. En fait, le fisc m'a dit que je lui devais 100 000 $. Une inondation a détruit ma maison et tout ce qu'elle contenait. Ils se sont rendus compte que je n'avais aucun document, ce qui leur a permis de me dire ce que j'avais et ce que je n'avais pas. La faillite a été ma dernière décision financière. C'était à Willie Nelson de s'occuper d'eux. Je n'ai pas réussi à le faire. Pour l'instant, je suis tout à fait honnête avec eux. Les bénéfices de ma nouvelle musique et de mes concerts sont tout ce que j'ai. Dans une autre interview, Coe a évoqué sa prise de distance par rapport à ses œuvres passées, en particulier ses albums classés X. Tous les titres de ces albums classés X ont été publiés dans le monde entier. Tous les titres de ces CDX ont été des succès. A-t-il déclaré? Je ne possède plus cet objet. Je ne suis pas associé à ce genre d'entreprise. Même si je ne suis pas payé, ils doivent toujours dire que j'ai écrit la chanson. Cet aveu témoigne du lien